Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, nous avons vu à la dernière séance un texte de Platon où il montrait que l'explication scientifique du réel n'était pas satisfaisante, car elle permettait seulement de connaître les moyens de l'action, mais non la motivation de l'action. C'est le texte du Phédon de la seconde navigation. L'hypothèse de Platon, c'est que l'action est motivée par la poursuite de l'idée du meilleur, pas par des causes matérielles. Ensuite, on a vu chez Descartes l'arbre de la philosophie, donc que la science est dépendante de la métaphysique, en tant que la métaphysique résout les questions préliminaires à la recherche scientifique, c'est-à-dire peut-on être certain de quelque chose? Descartes va découvrir une première certitude qui va lui permettre de savoir qu'il peut être certain de quelque chose. Peut-on connaître la vérité qui découle de cette certitude? Comment distinguer le vrai du faux? Donc ça c'est la quatrième méditation. Quel est le critère de vérité pour reconnaître dans le réel ce qui est vrai, ce qui est faux? Quelle qualité la science étudie-t-elle dans les objets? Ça, on l'a pas vu la semaine dernière. En fait, c'est le passage du morceau de cire dans la deuxième méditation, où en fait Descartes prend un morceau de cire tout droit tiré de la ruche et dit, en fait, il va un peu jouer le jeu de l'empirisme. Il va prendre le morceau de cire et il va dire, cette cire, elle sent de telle manière. Quand je la tape, elle rend tel son. Elle est de telle couleur, etc. Donc ça, c'est mon morceau de cire. Maintenant, je vais prendre mon morceau de cire, je vais le passer au-dessus d'une flamme. À ce moment-là, une fois que je l'ai passé au-dessus de la flamme, mon morceau de cire, il a fondu. Donc quand je le tape, il rend pas le même son. Quand je le vois, il n'a pas la même couleur. Quand je le sens, il n'a pas la même odeur. Donc tout a changé au niveau des qualités perceptives, c'est-à-dire de ce que je perçois du morceau de cire, tout a changé. Pourtant, c'est le même morceau de cire. C'est une seule et même chose. Simplement, elle a changé. Donc ce qui va être intéressant à étudier dans le réel, c'est non pas les perceptions extérieures, c'est-à-dire la couleur, la longueur, l'aspect, l'odeur, etc. Ce qui va être intéressant à étudier dans le réel, c'est les variations quantifiables, etc. Il va distinguer en fait dans le réel ce qui relève des qualités premières de l'objet et ce qui relève des qualités secondes de l'objet. Donc les qualités premières vont être l'objet de la science, les qualités secondes sont simplement l'objet de la perception et ne sont pas scientifiques en tant que telles. Voilà. Ensuite, on avait vu ça dans la méditation 3, nos connaissances sont-elles pérennes? C'est-à-dire les lois scientifiques, une fois que je les ai établies, euh, se maintiennent-elles? Sont-elles vraies de toute éternité? Et on a vu que c'était grâce à la preuve ontologique de l'existence de Dieu que Descartes réussissait à montrer que les lois scientifiques existent de toute éternité. Euh, à chaque fois que je vais lâcher mon stylo dans un espace donné, la gravitation va faire qu'il tombe. Voilà. Ensuite, nous avions vu la doctrine de Leibniz qui montrait assez clairement comment la métaphysique permettait de poser la question pourquoi et en quoi cette question. Bonjour Clotilde. Bonjour. 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 Euh, hum, donc, je- en première partie, on a lu l'introduction de Jérémie, on a discuté sur le problème, j'ai fait une proposition d'introduction, et là j'étais en train de faire un récapitulatif de la séance précédente pour ensuite aborder les nouveaux auteurs de cette séance. Voilà, donc j'en étais arrivé à la limite. Donc que la métaphysique permet de poser la question pourquoi, qui est inévitable quand on étudie la science, euh, parce qu'on observe dans le monde physique une causalité universelle, et forcément devant cette causalité universelle, on se demande d'où vient ce mouvement et quelle est la raison de ce mouvement. Donc on va poser cette question. Et Leibniz établit donc le principe que les choses ne se font pas sans raison. C'est le principe de raison suffisante. Toute chose se fait pour une bonne raison. Ce qui permet de répondre pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. C'est que les choses ont une bonne raison d'être. Ensuite, nous avions vu la doctrine de Kant, qui faisait un constat de l'échec de la métaphysique et de la réussite des sciences. Et qui allait donc dissocier l'édifice, parce que avant
la métaphysique est très, très liée à la science, soit la science fondait la métaphysique, soit la métaphysique fondait la science. Ce que découvre Kant, c'est que les problèmes de la raison pure sont pratiques et non théorétiques. C'est-à-dire qu'il relève de l'action morale et non des connaissances purement théoriques comme le fait la science. Et donc il va séparer la science de la métaphysique. Elles ne vont plus avoir le même objet. La physique étudie le monde phénoménal qui est constitué par l'entendement, tandis que la métaphysique va étudier le monde du devoir-être, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire. Mais on peut se poser une question à ce moment-là, pourquoi sauver la métaphysique et s'efforcer de lui faire prendre la voiture d'une science? Parce que c'est l'effort que fait Kant dans la critique de la raison pure. Pourquoi est-ce qu'il veut absolument sauver la métaphysique alors qu'il fait le constat de l'échec de cette métaphysique? La réponse se trouve dans le fait que sans la métaphysique, la moralité est impossible. Ça, c'est ce qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu ça la semaine dernière, et donc on va reprendre ici. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être moral sans la métaphysique? En fait, pour ça, il faut comprendre ce qui fonde une action morale chez Kant. Une action est morale chez Kant quand je la fais uniquement par devoir. C'est-à-dire que si je fais une action qui est dite bonne, par exemple, je donne de l'argent à un mendiant, on va dire, c'est une action bonne. On va savoir si cette action est morale ou pas en fonction de si j'ai fait cette action par devoir ou si j'ai fait cette action pour, par exemple, me faire bien voir du passant avec qui je marchais dans la rue. En fait, la moralité réside dans l'intention chez Kant. Et donc, pourquoi la morale est impossible sans la métaphysique? Car si je dis que Dieu existe, que l'âme existe, etc., que mon âme est éternelle et que Dieu va juger mon âme après ma mort, eh bien à ce moment-là, toutes les actions qu'on va faire ne seront pas morales parce qu'elles auront comme visée le salut. On va se dire, je fais telle action bonne parce que je sais que à terme, Dieu va me juger bon et donc me faire accéder au paradis, etc. Et donc mon action ne peut pas être morale parce que je la fais de manière intéressée. Inversement, si je pose la non-existence de Dieu, de mon âme, etc., il y a, je vais désespérer parce que je vais me dire, en fait, je n'ai aucune idée de si je fais ce qui doit être, de si mes actions ont un fondement, et je n'ai aucune idée de s'il y a vraiment un ordre moral du monde. Donc, le juste, celui qui fait des actions morales, va désespérer. C'est-à-dire que il va se dire, je suis dans un monde où mes actions morales n'ont aucune chance d'être récompensées et n'ont aucun fondement. Et donc, on est pris dans un étau à ce moment-là, car si Dieu et l'âme existent, la moralité est impossible. Si Dieu et l'âme n'existent pas, la moralité est impossible. Comment est-ce qu'on va faire? La découverte de Kant et la révolution qu'il va faire subir à la métaphysique en cela, c'est que l'idée de Dieu et de l'âme vont devenir des postulats, vont devenir des objets de croyance. C'est-à-dire que le juste va pouvoir espérer que Dieu et l'âme existent. Quand faire son devoir devient trop dur et que ça devient totalement incompatible avec son bonheur, il va pouvoir se rassurer en se disant peut-être qu'il existe un ordre moral, peut-être qu'il existe un Dieu. Je peux croire en cet ordre moral, en ce Dieu, dans l'éternité de mon âme. Et ça va lui permettre de ne pas désespérer et de continuer à faire des actions morales. Et donc Dieu, l'âme et le monde, qui sont les objets traditionnels de la métaphysique, vont devenir des postulats de la raison pratique, des choses que la raison qui s'occupe de moralité postule pour d'un côté ne pas désespérer et de l'autre ne pas rentrer dans un rapport intéressé à l'action qui détruirait la moralité. Donc voilà, ça c'est pour Kant. Maintenant, on va passer à Auguste Comte, qui est un penseur du positivisme. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, les sciences se sont développées très rapidement. Vous savez que c'est l'ère de l'industrialisation.
Et donc, il va y avoir un certain enthousiasme autour, autour de la science. Je vais partager mon écran pour que vous voyez mes super diapositives. Un instant. Voilà, vous voyez mon écran? Oui, oui, c'est bon. Parfait. Tac. Euh, Alors, donc Comte, il va élaborer une théorie qui s'appelle la théorie des trois états. C'est-à-dire qu'il va penser que la science qu'il constate au XIXe siècle, la science parachevée au XIXe siècle, est l'aboutissement de l'esprit humain. C'est la forme la plus complète et la plus parfaite de l'esprit humain. Mais l'esprit humain, avant d'arriver à cet état de perfection, a dû passer par différents états. Voilà. L'histoire de la science nous montre que, comme toutes les activités culturelles, elle a grandi selon trois étapes. Donc d'abord, il y a un état théologique, donc théologique, l'état où on croit en Dieu, dans lequel on va expliquer les phénomènes par des divinités ou des forces psychiques ou par un animisme, c'est-à-dire qu'on va mettre une âme dans chaque chose, on va dire que chaque chose répond à un certain vitalisme. La plante pousse parce que l'âme de la plante vise telle chose. C'est un état d'enfance de l'esprit qui est une recherche de science, mais qui n'est pas encore scientifique. On va chercher ce qui est à l'œuvre dans les choses. Succède à l'état théologique l'état métaphysique qui est une mise en crise du premier état. L'état métaphysique, il est principalement critique. On va critiquer la théologie première de l'esprit humain dans l'état métaphysique. En fait, l'état métaphysique est un refus de continuer à expliquer les choses de la même manière pour progresser du point de vue conceptuel et voir dans les choses une explication par de purs concepts abstraits. En fait, dans l'état métaphysique, on va progresser en rationalité et on va énormément critiquer l'état théologique. On va expliquer les phénomènes chez les humains par l'idée de vie, par exemple. Ça n'explique rien pour autant. On progresse vers une sorte de rationalité, mais on n'est pas encore dans la science parce que les résultats sont creux et que les questions sont mauvaises. La question qui préside alors est la question pourquoi, qui n'est pas la question à poser en science. Ça, on l'avait vu avec Leibniz, la métaphysique sert à poser la question pourquoi. On cherche les causes qui seront des entités personnelles, puis une sorte de force, un principe qui reste purement abstrait. On explique les choses par des concepts abstraits dans la métaphysique. La science devient vraiment scientifique par le renoncement à la question de la cause et en posant plutôt la question comment. La science devient scientifique quand elle renonce à expliquer, au sens où elle chercherait une cause agissante, à expliquer les phénomènes par autre chose que les phénomènes. En fait, la science, elle va devenir vraiment science à partir du moment où elle va expliquer les phénomènes uniquement par les phénomènes. La science est une description de la manière dont les phénomènes s'enchaînent, se produisent, sont liés les uns aux autres. On décrit la liaison des phénomènes dans le temps et dans la simultanéité. Donc, comment un phénomène en entraîne un autre, comment tel phénomène est parallèle à un autre, etc. On va appeler les relations constantes à validité universelle entre des phénomènes et ceux qui leur succèdent les lois de la nature. Donc les lois de la nature, c'est les relations constantes entre les phénomènes qui ont une validité universelle et validité universelle et dans l'espace et dans le temps. Donc là, on rejoint quelque part Descartes. C'est la condition sine qua non de la science que les lois de la science soient pérennes. La science détermine les causes des phénomènes, mais ces causes sont de même nature que les phénomènes. On explique les phénomènes par les phénomènes. C'est une cause qui est en réalité un ensemble de conditions dans lesquelles les choses apparaissent. Donc voilà, ça c'est la doctrine du positivisme. Vous voyez, Comte, il a écrit le discours de l'esprit positif. Et donc le positivisme, comme vous voyez, c'est l'idée que dans l'état scientifique, on ne s'appuie que sur des faits. En fait, si vous lisez le discours sur l'esprit positif, ça se lit très bien, c'est très clair, c'est très bien expliqué, c'est plutôt bien écrit.
Comte caractérise l'état théologique comme un moment où l'humanité a une imagination débordante. L'humanité est face à la nature, elle ne sait pas encore l'expliquer, mais elle a besoin d'expliquer. Et du coup, elle va expliquer la nature en imaginant toutes sortes de choses, des âmes dans les choses, des dieux, plein d'entités différentes. C'est vraiment un état très très créatif qui va créer plein de choses pour expliquer la nature. Mais ce qui va constituer l'erreur, ce qui va constituer que cet état est un état d'enfance et non l'état adulte de l'esprit scientifique, c'est que on fait une erreur en ce que on transpose le type humain partout dans les choses. On va expliquer les choses comme agissant de la même manière que moi j'agis. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le texte de Platon. Platon, il dit Anaxagore a tort d'expliquer la nature de cette manière, parce que regardez, moi Socrate, pardon, euh, je suis assis dans cette cellule parce que j'ai décidé d'être assis dans cette cellule, pas parce que mes muscles sont constitués de cette manière, mes os sont constitués de cette manière, etc. Donc il en vaut de même pour le réel. Donc le Phédon de Platon est un exemple paradigmatique de ce que reproche Comte à l'état théologique. Et Comte est très enthousiaste quand il décrit l'état théologique. En fait, faut pas croire qu'il critique les états, que c'est uniquement une démarche critique des états antérieurs. Vraiment, son propos est de montrer comment l'esprit dans l'histoire et même l'esprit, en fait, il y a un parallélisme entre comment l'esprit progresse dans l'histoire et comment notre esprit à nous progresse à mesure qu'on devient adulte. Il va vraiment montrer comment l'esprit s'éveille à toutes sortes de questions, ensuite entre dans une forme de rationalité qui purifie l'imagination débordante de la petite enfance, pour ensuite entrer dans ce qui nous permet d'arriver à l'état adulte, celui qui n'explique les phénomènes que par les phénomènes, donc l'état scientifique qu'il constate au XIXe siècle. Pourquoi je vous ai mis le drapeau du Brésil sur cette diapositive? C'est parce que la devise qui est au milieu du drapeau du Brésil, Ordem et Progresso, elle vient d'Auguste Comte, et que vous voyez au milieu du drapeau du Brésil une série de constellations qui étaient étudiées par Auguste Comte. En fait, ce qui est assez particulier dans le positivisme et qui est intéressant chez Auguste Comte, c'est qu'il va y avoir un enthousiasme assez fort autour de la science. Ça va se caractériser par un très grand enthousiasme. Comte va nous dire, l'esprit a progressé tout au long de son histoire. Au XIXe siècle, on a réussi à dépasser la métaphysique, à aller au-delà de la métaphysique. Et donc maintenant, plus rien ne nous résiste. On est capable de tout expliquer dans le réel. Et le, le moment où cette doctrine va un peu s'emballer et se transformer en enthousiasme qui ne s'arrête plus, c'est le moment où Auguste Comte va se dire, puisque rien ne résiste actuellement à la science, que la science est maintenant à son état adulte, de virilité, c'est euh, c'est c'est donc la science qui doit s'emparer de tous les problèmes que nous rencontrons. Et donc Comte avait l'idée d'une société donc technocrate, une société dirigée par les experts, dirigée par des scientifiques, que ce soit des spécialistes dont l'esprit est purement positif, qui s'emparent de toutes les questions qui intéressent le type humain. Et la doctrine positiviste d'Auguste Comte a eu beaucoup de résonance. Enfin, elle a beaucoup plu à son époque, notamment à l'État naissant du Brésil, qui a donc récupéré, euh, une citation d'Auguste Comte et diverses choses qu'il décrivait jusque sur le drapeau. Ces remarques que je fais sur Auguste Comte maintenant vont être intéressantes plus tard pour voir de quelle manière la science, une fois qu'elle se dit
qu'elle a dépassé la métaphysique, qu'elle est au-delà de la métaphysique, qu'elle n'a plus besoin de la métaphysique, qu'elle est purement autonome et qu'elle réussit à surmonter tous les problèmes toute seule. À partir de ce moment, peut s'organiser une dérive qu'on va appeler scientiste. C'est-à-dire la dérive scientiste, c'est exactement cette idée de dire tous les problèmes, de tous les problèmes qui se posent à nous en tant qu'hommes, seuls ceux qui rentrent dans le cadre de la science sont des vrais problèmes. C'est-à-dire que les problèmes qu'on ne peut pas résoudre scientifiquement ne sont pas des vrais problèmes et on ne devrait pas s'en occuper. C'est-à-dire que la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, on ne devrait pas se la poser. Parce qu'elle, comme elle n'est pas susceptible, comme on n'est pas capable d'y répondre dans le cadre d'une méthodologie scientifique stricte, c'est un faux problème. Et vous voyez en quoi le scientisme est dangereux, c'est que la plupart des problèmes les plus cruciaux pour nous, et tous les problèmes qui ont trait à la philosophie, les problèmes moraux, les problèmes éthiques, les problèmes que puis-je connaître, que puis-je espérer, quelle est ma raison d'être, etc., sont des problèmes qui ne rentrent pas dans une méthodologie scientifique stricte. Donc le scientisme est une doctrine assez appauvrissante. Et d'autre part, ça pose problème au niveau politique, car si on est, ce qui caractérise la science, et ce qu'on voyait très bien dans la doctrine de Platon, c'est que la science est très forte pour déterminer quels sont les moyens de l'action, quels sont les moyens d'une action efficace. C'est-à-dire, pour déterminer comment moi, Socrate, je vais m'asseoir, là, la science est très forte pour expliquer l'action musculaire qui va se produire, la manière dont les tendons réagissent, la réaction intramusculaire, les nerfs, etc. Euh, pour le coup, la science, dire que la science a prétention à déterminer les fins de notre action politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on poursuit en politique, est-ce qu'on veut aller vers une société sans classe, est-ce qu'on veut aller vers une société très hiérarchique, est-ce qu'on est pour l'égalité, ces questions ne rentrent pas dans un cadre scientifique strict, et donc remettre le pouvoir uniquement à des scientifiques, c'est quelque chose d'assez dangereux. Et c'est quelque chose que critiquera un philosophe comme Bergson en France dans les années 30. Parce que dans les années 30, il y a une technocratie assez dingue en France qui va mener à pas mal de dérives. Voilà. Donc, mais là, je m'emballe parce que c'est des choses qu'on va voir plus tard avec tout ça. Oui. Oui. Du coup, je me demandais, les positivistes, comment eux justifiaient le choix de ces objectifs, justement, quand on ne peut pas le faire d'un point de vue scientifique? Comment on peut justifier le choix de... Pardon. C'est-à-dire que là, les positivistes, eux, ils voudraient un État technocrate mené par des scientifiques, mais la science ne dit absolument rien du choix des objectifs. Du coup, comme eux, ils veulent se restreindre à des problèmes scientifiques, comment ils font pour choisir les objectifs alors que la science ne donne pas les outils pour le faire? C'est une très bonne question et c'est ce que j'essaie de souligner. Mais faut voir que la science, on était tellement enthousiaste au 19e siècle autour de l'idée de science que toutes les doctrines politiques se réclamaient d'une scientificité supérieure. C'est-à-dire que le communisme, par exemple, avec Marx, s'est réclamé comme scientifique. On parlait de socialisme scientifique dans le communisme. Et donc Marx justifiait que sa doctrine était supérieure parce qu'elle découlait d'une analyse scientifique de la société. C'est-à-dire, selon une méthodologie scientifique très stricte, j'ai analysé la société et donc je sais quel est le moyen pour arriver à une société pacifiée, etc. Donc ce qui se justifie au niveau des moyens, parce que la science, en effet, est, euh, est, est une doctrine, enfin, est une discipline qui est capable de déterminer quels sont les moyens d'action efficace. Euh, si je veux faire
si je veux faire une recherche sur Google et que je n'ai pas la science qui me permet de construire un téléphone, je ne suis pas capable. La science n'est pas capable de me donner les fins de mon action, mais la science est la condition de toute action efficace. Sans la science, et on voit bien que dans, dans l'histoire, dans les époques où la science était un état plus reculé, les chantiers étaient moins grands, même si on avait l'idée, même si au Moyen Âge on avait l'idée de construire l'Empire State Building, l'état de la science ne nous le permettait pas. Donc on voit bien que la science est le moyen d'une action efficace. Le problème, c'est qu'on a été tellement enthousiaste dans cette capacité de la science à fournir les moyens d'une action efficace qu'on s'est laissé déborder à dire que la science devrait aussi déterminer quelles sont les fins de l'humanité. Ce qui, comme vous le voyez, paraît fort en café. On va passer hop, voilà, à Nietzsche, donc auteur allemand fin 19e siècle, qui est un grand critique de Kant. Pardon. Donc ici, on est face à un texte du Gai Savoir, qui est un livre de Nietzsche qui a été écrit en 1881. Mais en l'occurrence, le texte qui nous intéresse vient d'une réédition de 1886. Et en fait, c'est assez intéressant parce que l'année 1886 correspond chez Nietzsche à une année où il va poser très clairement la question de la vérité. Pourquoi est-ce qu'on recherche la vérité? Qu'est-ce qui en nous veut la vérité? Pourquoi est-ce qu'on veut la vérité plutôt que le mensonge? Parce que Nietzsche est quelqu'un qui va faire peser le soupçon sur toutes les notions philosophiques. Pour lui, rien ne va de soi. C'est-à-dire que même le fait qu'on préfère la vérité au mensonge, cela ne va pas de soi. Tous les présupposés qu'on avait en philosophie, en sciences, etc., il va travailler à les faire éclater pour interroger leur fondement. Voilà. Donc Nietzsche en 1886, donc qui est l'année de la réédition du Gai Savoir où il ajoute un cinquième livre dans lequel se trouve notre texte, qui est au paragraphe 344 si vous voulez le retrouver, écrit aussi Par-delà bien et mal, où il met en question la volonté de vérité, en posant la question qu'est-ce qui, en nous, au juste, veut la vérité. C'est-à-dire que en nous, nous voulons la vérité. Il y a une connaissance qui veut la vérité, mais le problème, c'est de quelle vérité est-ce qu'il s'agit quand on recherche la vérité? Quel est notre critère de vérité? Qu'est-ce qui nous fait dire que telle chose est la vérité, telle chose est faux? Et ce que va remarquer Nietzsche, c'est que dans sa recherche, le philosophe veut, dès le départ, une certaine vérité faite de telle et telle manière. Il sait d'emblée quelle vérité il recherche, parce que pour entamer la recherche, il a besoin de savoir quelle vérité il recherche. On ne peut pas rechercher un objet sans avoir au moins un fragment de connaissance de cet objet. Donc, tout cela implique qu'il faut nécessairement une croyance sur la nature de la vérité qui soit à l'origine de toute enquête. Et donc, il faut qu'il existe tout d'abord une philosophie, une croyance sur le contenu de la vérité, c'est-à-dire une philosophie dans le sens qu'est-ce que la vérité, pour que la science, qui elle recherche la vérité, en reçoive une direction, un sens, une limite, une méthode, un droit à l'existence. C'est-à-dire qu'il faut une certaine notion de vérité. Par exemple, on va dire la vérité, c'est l'objectivité, et à ce moment-là, la science, pour chercher la vérité, devra se faire objective. Si on dit que la vérité répond à un autre critère, la vérité c'est ce que moi personnellement je vois dans les choses, à ce moment-là, la science, si elle cherche véritablement la vérité, devra se doter d'une autre méthode, d'une méthode qui vise à décrypter la subjectivité, ce qui se passe à l'intérieur du sujet. Et donc, la critique que Nietzsche va adresser à Kant, c'est que comme la philosophie préexiste à la science,
en tant qu'elle définit un modèle de vérité pour que la science puisse en recevoir une direction, et que Kant, au contraire, dit que la métaphysique devrait prendre la voie sûre d'une science, eh bien, Kant fait de la science un modèle. Et donc, ça revient à mettre la philosophie tête en bas. Ça revient à avoir une foi inaliénable dans le modèle de vérité que propose la science, qui est l'objet d'une croyance. C'est-à-dire que Kant dit la science donne des résultats tangibles, donc on devrait faire comme la science. Mais si la science donne des résultats tangibles, c'est des résultats tangibles en vertu d'une certaine conception de la vérité qui préexiste à la science, ou d'une certaine croyance en ce que doit être la vérité. Et donc, en prenant la science comme exemple, Kant en fait s'enferme dans une croyance métaphysique, dans un présupposé irrationnel. Voilà. Et donc, il va examiner dans le texte qui nous intéresse de quelle manière nous aussi nous sommes encore pieux, c'est-à-dire de quelle manière il faut qu'on ait une croyance première pour pouvoir ensuite chercher la vérité. Et quand il dit nous aussi, c'est les gens qui sont au-delà de toute métaphysique, les gens qui recherchent la science, qui s'embarrassent pas de métaphysique, qui croient plus en Dieu, qui sont athées, etc. On va rentrer dans la lecture du texte. On dit à bon droit que dans le domaine de la science, les convictions n'ont pas droit de citer. Ce n'est que lorsqu'elles se décident à s'abaisser à la modestie d'une hypothèse, d'un point de vue expérimental provisoire, d'un artifice de régulation, que l'on peut leur accorder l'entrée et même une certaine valeur dans le domaine de la connaissance. C'est-à-dire que mon opinion n'a aucune valeur en science. Ma conviction n'a aucune valeur. Ma conviction peut avoir une certaine valeur en science si je dis que c'est une hypothèse de départ, mais absolument pas une connaissance fondée. À une condition encore, c'est qu'on les mette sous la surveillance de la police de la méfiance, bien entendu. En vrai, ce que va faire la science, c'est qu'elle va se méfier des opinions. La science est objective, elle va se dégager des opinions premières. Elle se méfie des opinions premières. Mais cela n'équivaut-il pas à dire ce n'est que lorsque la conviction cesse d'être une conviction que l'on peut lui concéder l'entrée dans la science? C'est-à-dire que on dit la conviction a droit de citer en science en tant qu'elle est considérée de telle manière ou de telle manière, mais à ce moment-là, ça veut dire que la conviction n'a pas de droit de citer en science. C'est-à-dire qu'il faut détruire ce qui fait la conviction dans la conviction pour qu'elle ait droit de citer en science. La discipline de l'esprit scientifique ne commencerait-elle pas alors seulement que l'on ne se permet plus de conviction? Il en est probablement ainsi. Bon voilà. Tout ça pour dire que c'est à partir du moment où on se débarrasse de ses opinions, à partir du moment où on est méfiant envers ses opinions et on les rejette sans doute, qu'on peut commencer à avoir une réelle discipline scientifique. On remarque là que c'est à peu près la méthode qu'emploie Descartes. Il va douter de ses opinions pour ensuite rentrer dans une discipline proprement scientifique. Or, il s'agit encore de savoir si, pour que cette discipline puisse commencer, une conviction n'est pas indispensable. Une conviction si impérieuse et si absolue qu'elle force toutes les autres convictions à se sacrifier pour elle. C'est-à-dire, la question que pose Nietzsche, c'est qu'est-ce qui nous pousse à nous méfier de nos opinions? C'est-à-dire qu'on veut la vérité et on doute de nos opinions, d'accord? Mais qu'est-ce qui nous pousse à vouloir la vérité et pas uniquement qu'est-ce qui nous pousse à vouloir la vérité, qu'est-ce qui nous pousse à avoir une envie si forte de la vérité qu'on va se méfier de toutes nos opinions, qui pourtant sont des alliés assez pratiques dans la vie de tous les jours. Sans mes idées préconçues, mes préjugés, etc., c'est compliqué d'agir. C'est-à-dire que je dois réfléchir très rapidement dans la vie quotidienne. J'ai besoin d'une batterie d'opinions. J'ai besoin de beaucoup de convictions pour agir tous les jours. Parce que si je doute de tout de manière permanente, si je doute que le sol existe, je vais avoir du mal à sortir de ma maison. Si je doute de tout ce qui est en droit doutable, la vie pratique est impossible. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à faire peser une telle méfiance sur nos opinions, à faire le geste cartésien finalement? Ce que va découvrir Nietzsche, c'est que seule
une conviction première et une conviction absolument impérieuse va pouvoir nous pousser à remettre en doute toutes nos autres convictions. Donc, on voit que la science, elle aussi, repose sur une foi, c'est-à-dire une conviction, et qu'il ne saurait exister de science inconditionnée. Donc, inconditionnée dans le sens qui n'a pas de croyance première, qui n'a pas de conviction première. La question de savoir si la vérité est nécessaire doit non seulement avoir reçu d'avance une réponse affirmative, c'est-à-dire qu'on doit dire la vérité est nécessaire, il faut rechercher la vérité. Mais l'affirmation doit être faite de façon à ce que le principe, la foi, la conviction y soient exprimés. Rien n'est plus nécessaire que la vérité et par rapport à elle, tout le reste n'a qu'une valeur de deuxième ordre. Parce que quand je recherche la vérité de manière scientifique, je vais m'imposer une discipline extrêmement stricte. La science, c'est une discipline extrêmement stricte. C'est ne pas faire rentrer telle opinion, c'est utiliser telle méthodologie, c'est dans l'expérimentation, je peux dire ça, mais je ne peux pas dire ça, etc. On s'impose une méthode, donc une discipline extrêmement stricte. Qu'est-ce qui justifie qu'on s'impose cette méthode? C'est que rien n'est plus nécessaire que la vérité. C'est-à-dire que j'ai tellement envie de découvrir la vérité, et il m'est tellement nécessaire de rechercher la vérité, que je peux sacrifier toute la sûreté toute, toute la sécurité que me procurent mes opinions au nom de cette vérité. Mais on aura déjà compris où je veux en venir, à savoir que c'est toujours encore sur une croyance métaphysique que repose notre foi en la science. Il ne peut pas y avoir science sans cette croyance métaphysique que la science est absolument nécessaire. Que nous aussi, nous qui cherchons aujourd'hui la connaissance, nous les impies et les anti-métaphysiques, nous qui empruntons encore, nous les impies et les anti-métaphysiques, nous empruntons encore notre feu à l'incendie qu'une foi vieille de 1000 années a allumé, cette foi chrétienne qui fut aussi la foi de Platon et qui admettait que Dieu est la vérité et que la vérité est divine. Donc on voit là la force de cette croyance métaphysique. Pour affirmer que rien n'est plus nécessaire que la vérité, il faut affirmer que la vérité est une valeur absolue au-delà de toute valeur. Et donc on va affirmer la divinité de la vérité, que la vérité est fondamentalement bonne. Et donc même Nietzsche et les gens de son espèce, donc les gens qui sont athées, qui ont renoncé totalement à la métaphysique, vous savez que Nietzsche c'est le penseur de la mort de Dieu, c'est le penseur du crépuscule des idoles qui philosophe avec un marteau, c'est-à-dire qu'il va frapper les idoles avec un marteau, il va détruire tous les édifices métaphysiques qui lui préexistent. Mais au nom de quelle conviction est-ce que Nietzsche va demander autant d'efforts pour détruire tous ces édifices métaphysiques? Il ne peut y avoir à l'origine de cette recherche philosophique, de cette volonté de faire régner la vérité, qu'une croyance dans le fait que la vérité est absolument divine. Et donc, même lui, qui est totalement athée et qui détruit la métaphysique, lui, c'est l'exemple paradigmatique de ce qui n'est pas métaphysique. Même lui, il est tributaire de cette croyance métaphysique. Et donc, par voie de conséquence, la science est absolument tributaire de cette croyance métaphysique. Même quand la science est devenue positive, qu'elle a totalement dépassé la métaphysique, il reste encore cette croyance métaphysique qui est indépassable. On ne peut pas faire de la science, s'imposer toute la discipline qu'exige la méthodologie scientifique sans cette conviction impérieuse que la vérité est divine. C'est-à-dire, à quoi bon faire de la science si on ne pense pas que la vérité a une certaine valeur? C'est la question que pose Nietzsche. Et qui permet donc de montrer que toute science, même la science du XIXe siècle qui se prétend avec compte totalement affranchi de tout ce qu'il y avait de métaphysique en elle, même cette science repose sur une croyance métaphysique qui est indépassable. Rien ne justifie l'entreprise scientifique en dehors d'une croyance. C'est-à-dire que l'entreprise même qui réfute toutes les croyances est tributaire elle-même d'une croyance qui, elle, ne peut pas être interrogée par la science parce que la science fait proprement ce qui refuse les croyances. C'est le paradoxe magnifique de la science. Voilà. Donc pour Nietzsche,
Moi, je vous encourage beaucoup à lire Nietzsche, c'est génial, mais je vous encourage pas du tout à commencer par lire Nietzsche. Puisque comme Nietzsche critique tout le monde, euh, si on commence la philosophie en lisant Nietzsche, on va avoir un a priori sur tout le reste des penseurs. On va lire Platon en ayant en tête la critique que lui fait Nietzsche. On va lire Kant en disant bah Kant a échoué à penser de telle manière, donc Kant ne vaut rien. Nietzsche, c'est un auteur à lire une fois qu'on est bien assuré dans l'histoire de la philosophie. D'une part, pour cette raison que je vous évoque, du fait que ça peut provoquer un biais assez massif. Et comme Nietzsche est mon auteur préféré et que j'ai commencé à lire en seconde, j'ai souffert de ce biais et j'ai mis du temps à m'en débarrasser, à essayer de comprendre les philosophes pour eux-mêmes et à comprendre leurs valeurs, etc., au-delà de ce qu'en disait Nietzsche. Euh, et pour une deuxième raison, qui est que Nietzsche, c'est très compliqué. Donc vous avez vu, son style est vraiment agréable à lire, c'est très beau, mais c'est souvent très jargonnant. Euh, et bah, non, c'est pas simple. C'est pas, c'est un texte qui est difficile à suivre en lui-même. C'est une pensée qui est très exigeante, qui est très exigeante. Et donc c'est pas mal de commencer par déjà avoir une bonne vue de l'histoire de la philosophie et ensuite euh, d'utiliser les commentateurs avant de lire Nietzsche. Donc pour ça, le commentateur le plus en vue, c'est Patrick Watling. Donc je vous ai mis un manuel qu'il a écrit, une introduction à Nietzsche qui s'appelle La philosophie de l'esprit libre, qui est très intéressante. Ça se fait il y a une dizaine de chapitres qui ont chacun un titre, le corps, la vérité, etc., et qui va permettre de donner un aperçu de chaque notion de Nietzsche. Ensuite, il y a un dictionnaire Nietzsche auquel a aussi participé Patrick Watling, mais qui est l'œuvre d'un autre commentateur, donc qui permet d'avoir une prise de vue un peu différente. Et donc, à chaque fois que vous allez croiser un terme chez Nietzsche, ça va vous permettre de comprendre de quoi il parle, parce que Nietzsche est souvent très équivoque, il va prendre des termes et il va les sortir de leur contexte. Ensuite, beaucoup plus compliqué, pas du tout abordable, Didier France, Nietzsche et l'ombre de Dieu. C'est un commentaire qui est qui est très dur à lire, mais à mon sens, c'est le meilleur en fait. C'est c'est un commentaire très exigeant, mais qui en même temps me semble le plus juste. Voilà. Et donc Nietzsche, c'est un auteur allemand. Faut pas utiliser n'importe quelle traduction. Les vieilles traductions sont très mauvaises. Et du coup, vous allez, si vous voulez le lire, il va falloir acheter ces livres en collection Garnier-Flammarion. Généralement, ça va être Patrick Watling ou Éric Blondel qui vont s'occuper de la traduction. Eux deux, ce sont des références absolues. Dans le paysage nietzschéen, ce sont les deux commentateurs les plus en vue, etc. Et ce sont des excellents germanistes. Et ensuite, je vous recommande un certain ordre de lecture. Ce que je vous ai mis en premier, c'est le Crépuscule des idoles. C'est l'un des derniers textes qu'il ait écrit et qui est assez récapitulatif et qui est une porte d'entrée assez facile dans le reste de sa philosophie. C'est très bref, très facile à lire et très clair. Non, franchement, c'est très bien pour commencer Nietzsche. Ensuite, donc ça, c'est 1888. Ensuite, on recule un peu dans le temps. On lit Par-delà bien et mal, que je vous ai cité, euh, qui est très intéressant parce qu'il va poser beaucoup de questions différentes sur la religion, sur les philosophes. Il va interroger la notion de vérité telle que aucun philosophe ne l'avait interrogée avant lui. Donc c'est un livre très intéressant et qui dynamise beaucoup de choses en philosophie. Et ensuite, il y a le corpus dit de la philosophie de l'esprit libre, qui correspond à un moment de la philosophie nietzschienne. Donc là, ça va être des gros volumes très durs. Donc Aurore et Le Gai Savoir, qu'il faut lire d'une traite parce qu'ils sont très liés. Le Gai Savoir, c'est pas le plus simple à aborder, mais en même temps, c'est celui qui est le plus complet de tous les ouvrages de Nietzsche. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il est au programme des deux ENS cette année et au programme des prépas scientifiques.
Enfin, je crois que les prépas scientifiques ont juste le 4e livre à étudier. Voilà. Et ensuite, le meilleur livre de Nietzsche, c'est Ainsi parlait Zarathustra. On a peut-être déjà parlé. C'est en quelque sorte le 5e évangile. C'est en même temps très poétique, parodique du style biblique. Et du coup, c'est très facile à lire, c'est très agréable à lire. Mais si on ne connaît pas Nietzsche avant, on n'y comprend rien parce que justement, on est pris au piège du bon style. On est pris au piège de la beauté du texte et on ne voit pas les implications philosophiques qu'elle suppose. Bon, je vous ai fait une très grosse bibliographie sur Nietzsche parce que j'adore. Mais on va passer à Husserl, qui est donc le dernier auteur qu'on va étudier aujourd'hui, avec cette magnifique citation. Husserl, c'est un penseur du début du XXe siècle, allemand aussi, qui ne connaît pas trop l'histoire de la philosophie. Il n'est pas philosophe d'origine, il est plutôt mathématicien. Il va faire certaines découvertes et à partir de ces découvertes philosophiques, il va commencer à s'intéresser à la philosophie. Et à ce moment-là, il va lire Aristote, Descartes et Kant, ou Platon, Descartes et Kant, qui pour lui sont les 3 philosophes intéressants et il n'y en a pas d'autres. Et donc il va élaborer une discipline tout à fait nouvelle qui s'appelle la phénoménologie, mais notre objet aujourd'hui n'est pas d'introduire à la phénoménologie parce que c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez exigeant qui demanderait beaucoup de temps et que c'est pas ce qui nous intéresse pour le rapport entre science et métaphysique. Mais le dernier ouvrage d'Husserl, donc qui s'appelle La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, qui a été écrit en 1937 et qui en quelque sorte fait office de testament puisque c'est son dernier livre, interroge la place de la science dans l'humanité européenne. Que veut dire cette science pour l'humanité européenne? Et vous vous dites bien qu'en 1937, l'humanité européenne est dans une certaine crise, d'autant plus que Husserl est un Allemand juif qui donc a subi le nazisme. Il a été exclu de l'université de Berlin en 1933 quand les nazis sont arrivés au pouvoir. Et donc c'est un texte qui est très beau à lire, qui fait un peu tâche dans la philosophie de Husserl, dans le sens où Husserl, c'est, comme c'est un mathématicien d'origine, c'est une philosophie très rigoureuse, très, et du coup c'est une langue très jargonnante, très difficile à suivre, très rigoureuse. Et la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale dénote un peu dans le corpus d'Husserl, parce que c'est un texte vraiment très poignant. Et pour cause. Et du coup, ce qu'on va voir, là, on va s'intéresser qu'à l'introduction, mais l'introduction renferme beaucoup de choses. Ce qu'on va voir avec Husserl, c'est que une grande partie de la crise de l'humanité telle qu'elle est exprimée dans les années 30, et particulièrement en Allemagne et en Europe en général, relève du statut qu'on a donné à la science. Et donc vous voyez pourquoi j'ai tenu à vous faire tous ces développements sur Comte, parce que c'est précisément ce statut scientiste qu'on a donné à la science qui pose problème à Husserl. Voilà. Donc on va rentrer dans le texte. Je vous ai juste mis une citation, parce que j'ai pas trouvé le texte sur internet. Ça a été les textes de Husserl ont été édités et traduits de manière assez tardive parce que Husserl passait 9 heures par jour à écrire sur un sténographe. Donc les textes de Husserl, c'est des dizaines de milliers de pages. Et donc l'œuvre éditée de Husserl actuelle, c'est un petit fragment. C'est quelque chose de petit. Et donc c'est pas encore les traductions françaises de Husserl ne sont pas encore basculées dans le domaine public et j'ai pas réussi à vous trouver cette introduction, malheureusement. Mais si vous arrivez à la pirater quelque part, elle vaut son pesant de cacahuètes. Donc l'introduction s'appelle « La crise des sciences comme expression de la crise radicale de la vie dans l'humanité européenne ». Paragraphe 1.
Y a-t-il vraiment, si l'on considère la constance de la réussite, une crise des sciences? Donc la question que Husserl se pose dans le premier paragraphe, c'est pourquoi est-ce que je parle de crise des sciences alors que la science dans les années 30, c'est réussite sur réussite. Euh, J'imagine que Clotilde, tu es scientifique aussi. Oui. Donc vous savez très bien que début XXe siècle, c'est la découverte de la relativité restreinte, ensuite de la relativité générale, et dans les années 30, la découverte de la mécanique quantique. On ne peut pas espérer mieux comme réussite dans les sciences physico-chimiques. Elles deviennent ce qu'elles sont actuellement à ce moment-là. Elles progressent en rigueur, elles font des découvertes qui sont fondamentales. Et donc, forcément, Husserl va devoir justifier son titre, la crise des sciences. Pourquoi est-ce que je parle de crise des sciences alors que les sciences n'ont jamais été aussi fécondes qu'aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que la crise d'une science? Il va dire que la crise d'une science, c'est le fait que sa scientificité authentique est devenue douteuse. Si la crise d'une science, c'est que sa scientificité authentique est devenue douteuse, à ce moment-là, on ne peut pas parler de crise des sciences dans les années 30. Parce que les sciences exactes de la nature, au contraire, sont les modèles d'une scientificité rigoureuse et au plus haut point féconde. C'est ce que je vous ai dit, dans les années 30, la science à l'époque. Il y a un changement d'attitude au XXe siècle dans les sciences. Il y a révolution sur révolution, donc Einstein, la mécanique quantique, Niels Bohr, les découvertes de Pierre et Marie Curie, etc. Ce qui ne signifie pas pour autant que l'attitude précédente, donc le 19e siècle, etc., n'était pas scientifique. La science telle qu'elle est constituée a toujours été et demeure toujours science exacte. Donc quand il parle de qu'elle a toujours été, c'est à partir de Galilée. Il considère que la science a été fondée au moment de Galilée. Donc même avec les ruptures et les changements de visée d'exactitude, la science reste la même. C'est un bloc commun de Galilée à Niels Bohr qu'on va étudier. Les sciences sont exactes et le demeurent, même si elles ne parviendront pas à un style ultime et à édifier la théorie d'ensemble absolu. C'est-à-dire que ce que vise la science, évidemment, c'est une théorie du tout. C'est l'équation qui va nous permettre de rendre compte de l'intégralité du réel. Comment on fait pour concilier la mécanique quantique avec la relativité générale? Comment on fait pour résoudre les problèmes les plus insolubles? Comment on fait pour, d'une seule loi scientifique, expliquer l'ensemble du réel? C'est ce que cherche la science. C'est dans un minimum de formalisme, exprimer l'intégralité de l'univers. Ce que dit Husserl, c'est que c'est un horizon. C'est quelque chose que la science n'atteindra pas. Mais c'est son horizon. Et même si elle ne l'atteigne pas, ça ne signifie pas que les sciences ne sont pas exactes. Les sciences sont exactes, les sciences visent l'exactitude. Et donc, même si elles sont en tension vers l'édification d'une théorie d'ensemble, donc qu'elles visent une connaissance absolue du réel, ce qu'elles visent, c'est l'exactitude. C'est-à-dire qu'il va donner ça comme statut à la science. C'est pas une vérité ultime et absolue, c'est l'exactitude, quelque chose de cohérent, d'exact sur les choses étudiées par la science. Paragraphe 2. La réduction positiviste de l'idée de la science à une simple science de fait, la crise de la science en tant que perte de son importance pour la vie. Donc là, il va caractériser ce qu'est la crise des sciences. La crise des sciences, c'est pas que les sciences sont devenues douteuses, au contraire, elles sont fécondes. C'est le fait que les sciences n'ont plus aucune importance pour nos vies. En fait, la crise des sciences s'inscrit dans une crise plus générale de la culture, et donc de la science dans cette culture. C'est la science dans la civilisation qui est en crise. La scientificité, elle, est inattaquable et porte ses fruits. La crise porte sur la signification qu'a la science pour l'existence humaine. On se détourne au XIXe siècle des questions qui, pour une humanité authentique, sont les questions décisives. C'est ce qu'on a vu avec Auguste Comte. La science atteint son degré le plus haut de scientificité à partir du moment où on arrête de poser la question pourquoi. À partir du moment où on arrête de poser la question de la raison d'existence des choses, à partir du moment où on nous a expliqué les phénomènes que par les phénomènes et par rien d'autre. Et donc, mais en éliminant ces questions que pose la métaphysique et que ne pose pas la science en tant que science rigoureuse, on se détourne des questions
qui sont les questions décisives pour l'humanité. C'est plus enfin, au sens de Husserl, c'est plus intéressant pour l'humanité de savoir pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, que de savoir que va produire un électron quand il va s'entrechoquer avec un autre électron. C'est plus capital pour l'humanité d'avoir la réponse à cette question plutôt que telle autre. Et ce que dit Husserl, et ça c'est une formule que vous pouvez retenir, c'est que de simples sciences de fait forment une simple humanité de fait. Des sciences qui ne s'occupent que des faits et jamais de la raison d'être de ces faits, vont former une humanité qui finalement n'a plus aucune profondeur. Une humanité qui ne pose pas la question de sa raison d'être, qui ne pose pas les questions qui sont les plus décisives pour notre existence humaine et philosophique. Donc le problème, d'où il vient? Le problème vient de la façon dont on estime des sciences qui ont progressé en scientificité en se détournant de la signification des faits qu'elles étudient et des questions décisives pour une humanité authentique. Donc ces questions, c'est que suis-je? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Et donc on arrive là, dans le paragraphe 2, à la citation que je vous ai mis dans le PowerPoint et qui est poignante, je trouve. Dans la détresse de nos vies, cette science n'a rien à nous dire. Les questions qu'elle exclut par principe sont précisément les questions qui sont les plus brûlantes à notre époque malheureuse pour une humanité abandonnée au bouleversement du destin. Ce sont les questions qui portent sur le sens ou l'absence de toute cette existence humaine. Donc on voit bien que la science, dans son état positif, en ne s'occupant que des faits, a écarté de son champ toutes les questions qui sont décisives pour nos vies. Toutes les questions qui me permettent de résoudre si mon existence a un sens ou si mon existence n'a pas de sens. Et il faut voir, en fait, ce qu'on verra, c'est que la science s'écarte de ces questions pose problème en tant qu'on a donné à la science la place principale dans notre culture. À partir du moment où on dit la science va résoudre tous nos problèmes et que la science écarte les problèmes les plus importants, à ce moment-là, on ne traite plus les problèmes les plus importants. Donc, le problème est double, en fait. Le problème est que la science va écarter les questions métaphysiques, donc les questions qui sont les plus importantes pour nous. Et d'autre part, la science va prendre toute la place. Donc, ces questions, elles ne vont plus être posées. Elles ne vont plus être l'objet d'une investigation sérieuse. Donc, même les sciences qui traitent de l'homme ne traitent pas des questions essentielles à l'homme. Quand on va étudier l'homme en science, on ne va pas poser des questions qui sont essentielles, des questions qui sont existentielles. Là, je cite, leur scientificité rigoureuse exige du chercheur qu'il mette scrupuleusement hors circuit toute prise de position axiologique. Donc, prise de position axiologique, pardon. Axios, ça vient du grec juste, digne. Donc, axiologique, c'est ce qui relève de la morale, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc, à partir du moment où on étudie l'homme sans dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, en fait, on s'écarte de tout ce qui est le plus essentiel chez l'homme. La vérité scientifique objective est exclusivement la constatation de ce que le monde, qu'il s'agisse du monde physique ou du monde spirituel, est en fait. C'est-à-dire que quand on va étudier la physique ou quand on va étudier l'esprit humain, on va étudier ce que le monde est en fait dans la science. Est en fait dans la science. C'est-à-dire qu'on va dire que dans le monde psychique, telle action du système nerveux va en entraîner une autre, tel neurone agit sur tel autre de telle manière, l'hypothalamus loge la mémoire, etc. Mais on ne va pas poser la question du sens existentiel qu'a l'existence humaine, alors qu'on parle de ce qu'il y a de plus spirituel chez l'homme. Et donc, le monde que nous montre la science est un monde froid et dénué de sens. Et donc, ce monde que nous montre la science ne veut pas nous donner notre repos. On ne peut pas se satisfaire du monde que nous présente la science. Un monde de pur fait ne peut pas fonder mon existence. Je ne peux pas même me dire que j'évolue au milieu de faits qui n'ont aucune valeur. C'est-à-dire,
tout est aplati dans le monde de la science. Un phénomène en entraîne une autre. Oula, j'ai du mal à parler. Un phénomène en entraîne un autre, mais, euh, mais on va porter aucun jugement de valeur là-dessus. Et donc c'est un monde sans relief, c'est un monde qui n'a aucun sens. On passe au paragraphe 3. La fondation de l'autonomie de l'humanité européenne par la nouvelle conception de l'idée de la philosophie à la Renaissance. Donc là, il va faire un détour historique pour voir la place qu'a la science dans notre société actuelle. Donc la Renaissance constitue une altération essentielle de l'idée de la science, parce qu'à ce moment-là, on va imiter l'homme antique, c'est-à-dire qu'on va imiter la forme philosophique de l'existence, c'est-à-dire le fait de se donner librement à soi sa vie durant une règle tirée de la pure raison, tirée de la philosophie. C'est ce qu'on avait vu et chez Platon et chez Descartes. C'est-à-dire que l'homme antique et l'homme de la Renaissance, donc Platon constitue l'homme antique, Descartes l'homme de la Renaissance, il va faire de la philosophie pour se demander quelle est la forme de vie qui vaut le plus la peine d'être suivie. Et cette forme une fois que j'ai étudié toutes les formes de vie qui existent, je vais choisir la meilleure. C'est ça la forme philosophique de l'existence. C'est la philosophie détermine mon existence. Je vais poser philosophiquement la question comment est-ce que je dois mener ma vie. Et une fois que j'ai résolu cette question, je vais mener ma vie de cette manière. Et donc, et chez Platon et chez Descartes, ça va être la question principale de la philosophie et la question qui est le point de départ de toute philosophie. Donc voilà. À la Renaissance, on ressuscite ce mode de pensée qui était présent dans l'Antiquité. Et donc se forge à la Renaissance le concept d'une discipline théorétique générale qui regroupe toutes les sciences et peut par sa méthode venir à bout de toutes les questions. C'est-à-dire que chez Descartes, Descartes c'est l'esprit de la Renaissance, c'est avec Galilée l'esprit de la Renaissance. On va essayer de fabriquer un espèce d'édifice de science qu'il va appeler la Mathesis Universalis, c'est-à-dire l'explication universelle du réel. Un ensemble de sciences qui va permettre de résoudre tous les aspects du réel. Et donc, dans cet édifice commun, on va avoir en même temps la science et la métaphysique. La métaphysique qui va s'occuper des questions épistémologiques, des questions qui ont trait à l'existence de Dieu, etc. Et la science, pour le coup, va poser la question de la gravitation, du vide, de l'inertie, etc. Et donc, il y a un édifice scientifique commun qui se décline en physique, métaphysique, mécanique. C'est l'arbre de la philosophie de Descartes, cet édifice commun. Et donc, la science telle qu'elle est fondée à la Renaissance par Galilée et par Descartes est ce concept. Et le positivisme au XIXe siècle, en fait, n'est qu'un concept résiduel de cette conception de la science. En fait, le positivisme prend ce concept de la Renaissance, c'est-à-dire cet édifice commun qui se proposait de résoudre tous les aspects du réel, et ne va garder qu'un seul aspect de cet édifice, c'est-à-dire l'aspect de la science physico-chimique qui explique les faits par les faits, les phénomènes par les phénomènes. Et donc, le positivisme va exclure les problèmes de la raison, ce que Husserl appelle les problèmes de la raison, c'est-à-dire les questions épistémiques qui ont trait à ce que je peux connaître, les questions axiologiques, donc ce qui a trait à la morale, et les questions éthiques. Que dois-je faire, comment mener ma vie, etc. L'horizon positiviste, c'est le monde en tant qu'univers de simples faits. Et donc en fait, le positivisme décapite la philosophie, selon la formule de Husserl, parce que comme il vient d'un édifice commun qui se proposait de résoudre tous les aspects du réel, en fait c'était cet édifice commun qui donnait à la science le sens qu'elle avait. C'est-à-dire que la science recevait de la métaphysique son sens d'existence, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle recherche la vérité, quelle vérité elle recherche, quel est le sens du réel qu'elle étudie, etc. Enfin, tout ça, on l'a vu à la séance dernière. Et donc, en enlevant le concept de science de cet édifice commun fondé à la Renaissance, le positivisme
décapite tout le fondement philosophique de la science. Et du même coup décapite la philosophie, parce que comme la science est dans tout cet édifice commun la seule discipline qui paye des dividendes, dans le sens où la science nous permet d'arriver à des résultats certains, nous permet de fabriquer la machine à vapeur et de lancer le plus grand mouvement historique qui ait jamais existé, alors que la métaphysique ne nous emmène nulle part et ne nous montre que le spectacle d'un champ de bataille, comme dit Kant. Comme la science est la seule à payer des dividendes, on se dit on va prendre la science telle qu'elle, en disant la science est la seule discipline qui vaille le coup, puisque les autres n'arrivent à rien. Et du même coup, on coupe la science de ce qui fondait son sens et on discrédite ce qui fondait son sens en tant qu'il n'a pas payé de dividendes de la même manière que la science a payé des dividendes. On entre dans le paragraphe 4. L'échec d'une nouvelle science qui commençait bien et le motif éclairci de cet échec. Donc l'Aufklärung c'est les lumières mais au sens allemand. Aufklärung ça veut dire le fait d'éclairer, c'est les lumières mais dans un concept plus dynamique. Mais c'est exactement notre concept de lumière qu'on connaît en France mais en Allemagne. L'Aufklärung ne s'est pas maintenue car on a perdu la foi dans la philosophie universelle et la portée de la nouvelle méthode. Donc c'est-à-dire qu'au moment des Lumières, qui suit la Renaissance, on a un projet de philosophie universelle avec d'un côté la métaphysique, d'un côté la science. Je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai répété beaucoup de fois. Cette méthode ne déployait des résultats indubitables que dans les sciences positives, ce que je vous ai montré. Il en allait autrement en métaphysique. Le contraste devenait effrayant entre l'échec renouvelé de la métaphysique et les réussites ininterrompues des sciences positives. Donc, on a gardé que la science positive et on a mis la métaphysique à la poubelle. La spécialisation croissante des sciences positives a mené les savants à devenir de moins en moins philosophes et de plus en plus des sortes d'artisans. Ça, c'est une nouvelle idée. C'est-à-dire que la science progresse tellement qu'elle va se diviser en plein de domaines parce que le savant ne veut plus faire une science holistique, une science qui aborde tous les aspects scientifiques. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir même plus des physiciens ou des biologistes, on va avoir des gens qui sont extrêmement spécialisés au sein même de ces disciplines. Et du coup, les savants, en devenant de plus en plus spécialisés, ont de moins en moins cette vision globale de ce qu'est la science et deviennent du coup de moins en moins philosophes, parce que la philosophie suppose une connaissance assez éclectique et de plus en plus des sortes d'artisans, c'est-à-dire ils vont mettre des choses dans des éprouvettes, ça va donner telle réaction, ils vont noter, ça va leur donner une découverte, etc. Donc ça, c'est les préjugés sur la science qu'on a quand on fait de la philosophie. Hein. Mais vous voyez, je caricature un petit peu. Mais vous voyez, par ma caricature, en quoi peut poser problème la spécialisation croissante des sciences positives. Mais en même temps, cette spécialisation est appelée par le fait que les sciences positives progressent. C'est-à-dire que plus on progresse, plus on a besoin d'être spécialisé pour explorer des aspects plus ténus du réel. Pour aller plus loin, une fois que la science a fait des découvertes majeures, pour aller plus loin et faire d'autres découvertes plus précises, et il faut se spécialiser. Donc le problème, ce n'est pas que les sciences positives se spécialisent. Le problème, c'est que les scientifiques, du moins à l'époque de Husserl, ne se questionnent pas sur le sens de leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne font plus de philosophie, ils deviennent des simples artisans. Paragraphe 5. L'idéal de la philosophie universelle est le procès de sa dissolution interne. La philosophie devient à elle-même problème, tandis que les sciences positives semblaient inattaquables. C'est-à-dire que les sciences positives continuent d'explorer le réel, tandis que la philosophie, à partir de Kant, ne fait que se questionner sur comment est-ce qu'on fait pour faire de la philosophie, est-ce que c'est possible de faire de la philosophie, de quoi est-ce qu'on doit parler quand on fait de la philosophie. Je vous avais dit que c'était l'objet de la critique de la raison pure de Kant, c'était quel est l'objet de la métaphysique, de quoi est-ce que la philosophie parle, etc. Et donc la philosophie, depuis Kant, et en tout cas jusqu'à Husserl, n'arrive pas à sortir
de cette espèce de cercle, elle ne fait que se demander qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce qu'on est censé faire, comment est-ce qu'on peut le faire. Elle va essayer de se doter d'une méthodologie, etc. Mais finalement, elle ne va donner de réponse, aucune réponse en dehors d'elle-même. Elle va être prise dans un cercle. Mais en réalité, le problème de la possibilité d'une métaphysique, donc ça c'est la philosophie qui se prend pour problème elle-même, comprenait eo ipso celui de la possibilité des sciences de fait. C'est dans l'unité de la philosophie qu'elle possédait le sens relatif qui est le leur sens en tant que vérité pour de simples territoires de l'étang. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous ai dit, c'est que le problème de la possibilité de la métaphysique, donc le problème de la philosophie qui se prend elle-même pour problème, est en fait le problème qui permet de poser la possibilité des sciences de fait. Et donc extraire les sciences de fait de cet édifice commun qu'est la philosophie universelle, c'est la couper de ses racines. C'est on décapite l'arbre de Descartes, on abandonne les racines et on a un tronc qui va mourir tout seul parce que c'est pas parce que ce tronc ne donne plus de feuilles, c'est parce que ce tronc n'est incapable de donner un sens à ses feuilles. Dès lors, les sciences particulières, qui avaient un sens en tant que rameau d'une philosophie universelle, donc là vous voyez encore la métaphore de l'arbre qui est absolument partout dans cette introduction, entrent en crise concernant le sens de leur fondement, qui s'est évaporé avec la dissolution interne de cette philosophie universelle. Et là je cite Husserl, c'est là une crise qui n'entame pas ce qui est scientifique au sens artisanal du terme, donc de la méthodologie scientifique, du fait qu'elle est féconde, etc., dans les réussites théorétiques et pratiques, et qui pourtant ébranle de fond, tant comble, le sens de vérité de la science dans son ensemble. Voilà. Donc c'est le sens de vérité de la science qui est en crise, selon Husserl. Et donc l'idéal d'une philosophie nouvelle fondait une humanité nouvelle. Comme je vous ai dit, à la Renaissance, on ressuscite le concept antique de la vie philosophique. C'est-à-dire, je fais de la philosophie, et à partir de cette philosophie, je décide quelle existence je vais mener. C'est ce que dit Descartes au début du discours de la méthode. Il dit, avant de savoir comment je voulais mener ma vie, je me suis dit, je vais faire un maximum d'expériences possibles, je vais beaucoup voyager, je vais rencontrer des gens, je vais réfléchir là-dessus, et à partir du moment où j'aurai déterminé quelle est la meilleure vie possible, quelle est la meilleure manière de mener sa vie, à ce moment-là, je mènerai ma vie de cette manière. Et donc, la philosophie fonde la vie que nous menons. Et d'ailleurs, c'était la question principale de la philosophie de Platon, et Platon la pose de cette manière. La philosophie, c'est déterminer quelle est la meilleure manière de vie. Et donc, c'est intéressant pour notre problème de rappeler ça, parce que l'idéal d'une philosophie nouvelle fondait une humanité nouvelle. Parce que quand on fonde une philosophie nouvelle, on fonde une humanité nouvelle, puisque la philosophie donne son sens à la vie de l'humanité. Et donc, l'effondrement de la philosophie qui a été fabriquée au moment de la Renaissance, du fait que la science est autonomisée, signifie aussi l'effondrement de la foi en la raison de l'humanité européenne, et donc la perte de sens de l'ensemble de cette humanité. Et donc, voilà, vous voyez de bout en bout en quoi la crise des sciences est une crise des sciences, déjà, parce que ça ne coule pas de source, puisque la science est absolument certaine et exacte à l'époque de Husserl. Et vous voyez en quoi la question est capitale. C'est que, puisque le positivisme décapite la philosophie nouvelle qui avait été fondée dans la Renaissance, en autonomisant la science, c'est le sens entier de l'humanité qui est mis à mal. Voilà. Ça, c'est tout pour Husserl. Je vais vous faire un petit point des biographies encore. Husserl, c'est hyper dur. Vraiment, c'est très, très compliqué. Et donc, il faut commencer par lire des commentateurs. Si vous voulez continuer sur l'idée de la science, vous pouvez lire La crise de l'humanité européenne et la philosophie, qui en fait est une conférence de Husserl qui est commentée et introduite par Nathalie Depraz, qui est une spécialiste. Et ça, c'est disponible en e-book sur Internet, mais c'est vraiment très intéressant, c'est bien expliqué, etc. Et on rentre pas dans les problèmes phénoménologiques les plus compliqués. Si, pour le coup, vous êtes très intéressé par la phénoménologie, à ce moment-là, il faut lire Introduction à la philosophie de Husserl de Renaud Barbaras. Barbaras est vraiment très très bon sur Husserl.
c'est mon prof à l'université. Il est excellent, il explique très bien, il est en même temps très clair et très ambitieux, dans le sens où il avance enfin, il va réussir à avancer très vite, à balayer beaucoup d'aspects différents de la philosophie de Husserl, mais en gardant une clarté assez bonne. Donc ça, il me semble que c'est un cours qu'il avait prononcé pour l'agrégation, qu'il a ensuite édité. Et voilà. Et ensuite, Husserl, vous pouvez tout lire, tout est intéressant. Les textes que je vous ai cités, c'est donc Crisis en allemand, la crise des sciences européennes et de la phénoménologie. Et si vous voulez absolument comprendre Husserl, il y a un sens à suivre. Il faut commencer par lire les recherches logiques, ensuite lire les méditations cartésiennes, ensuite lire les IDN, donc les idées directrices pour une phénoménologie transcendantale, ensuite un petit livre qui s'appelle La Terre ne se meut pas, c'est-à-dire qui va poser ce problème pour que le scientifique soit capable de dire la Terre se meut, il faut qu'il soit assuré du sol sur lequel il travaille. Il faut qu'il soit assuré. Bon, c'est compliqué à développer pour l'instant, mais en fait, c'est la question de sur quelle subjectivité est-ce que se fonde l'objectivité scientifique. À quel moment est-ce qu'on peut se dire que nous, en tant que sujet, on peut prétendre à une objectivité? Voilà. Et donc ensuite, vous pouvez lire Crisis si ça vous intéresse. Et donc là, on est arrivé au terme de mon exposé. Voilà, il nous reste 10 minutes. Vous voyez? Vous voyez plus mon écran? Ok. Il nous reste une dizaine de minutes. Ce que je vais faire, comme tout à l'heure avec Jérémy, on a étudié le sujet science et objectivité. Il avait écrit une introduction, on en a discuté et j'ai lu, je lui ai fait une proposition d'introduction. Je vais vous proposer aussi une introduction de dissertation sur le sujet science et métaphysique. Donc, en respectant tous les principes méthodologiques que je vous ai donnés et en me basant sur les acquis de tout cet exposé de doctrine. Donc, a priori, si vous avez bien suivi, rien ne devrait vous résister dans cette introduction. Donc, je commence par une accroche. Ce qui s'est produit, montrait Rick Weil, c'est que dans notre civilisation, la science moderne est devenue autonome, qu'elle est devenue une valeur en soi. Il est en effet manifeste que la science ne dépend plus de rien et constitue une valeur en soi. D'une part, ce sont les experts crédités d'une autorité scientifique qu'on écoute le plus dans l'espace public, et l'expérience de Milgram a bien montré jusqu'où s'étendait l'autorité morale des gens en blouse blanche. Donc, vous connaissez l'expérience de Milgram, c'est des gens qui sont habillés. Oui, bon, voilà, vous connaissez, je ne vais pas vous expliquer. Mais ça montre bien l'étendue de l'autorité morale qu'ont les scientifiques sur les gens dans notre civilisation. D'autre part, tout un chacun est pris par une certaine mauvaise conscience méthodologique dès qu'il s'agit de penser à un problème qui ne relève pas du cadre de pensée qu'a édicté la science. On voit donc que l'ère post-critique, donc après Kant, n'a retenu de la scission kantienne que l'autonomie de la science et non la sauvegarde de la métaphysique. Mais la science ne perd-elle pas son âme en perdant la métaphysique? On perd le concept de vérité et même celui de réalité. On est seulement dans le pragmatisme, l'utilité. La métaphysique semble accomplir les autres sciences. Donc là, vous voyez, c'était mon paragraphe introductif, j'arrive à mon sujet à ce moment-là. La science ne perd-elle pas son âme en perdant la métaphysique? Donc ça, c'était mon accroche. Maintenant, je vais passer au premier paragraphe. Donc, une première réponse à ce problème. La métaphysique semble accomplir les autres sciences. Elle semble être la science première dont toutes les autres dépendent, car elle est la seule capable de penser ce qui est premier dans l'ordre de l'être, ainsi que ce qui garantit la certitude dans l'ordre de la pensée. Seule capable d'embrasser le tout de l'être, elle s'impose à tout penseur exigeant comme la science la plus rigoureuse et dont les objets sont les plus décisifs. Il ne s'agit pas seulement de montrer que toute connaissance du réel sensible dépend d'une connaissance au-delà du sensible, ou que l'expérience n'est pas en soi une connaissance suffisante. Il ne s'agit pas non plus de souligner le statut supérieur ou même divin de l'intelligible contre le statut précaire
trompeur et changeant du sensible, ni même de souligner la nécessité d'une science rationnelle. Il faut plutôt admettre que toute existence, et que toute connaissance de l'existence et des existants, n'est vraiment fondée que par le détour métaphysique de ce qui clarifie le rapport entre la pensée et l'être. C'est un détour par la connaissance des fondements qui est alors en même temps fondement de la connaissance. Alors seulement peut-on rêver d'une mathésis universaliste, donc d'une science universelle. Mais à défaut, sans ce détour métaphysique, on ne sait ni ce qui est réel, ni ce qui est pensable. Sans la métaphysique, science la plus haute, il n'y aurait aucune véritable science, mais seulement des connaissances s'ajoutant les unes aux autres à propos d'une nature désordonnée et confuse qui ne serait même pas la nature. Alors, pas de connaissance de la totalité, ni connaissance de ce qui entre dans cette totalité, comme penser une créature de Dieu sans Dieu, ou comme penser une conséquence sans prémisse. Cependant, donc là, deuxième paragraphe de mon problème. Cette science fondatrice n'est-elle pas seulement une exigence déçue? Que la raison exige sa propre fondation ne veut pas dire qu'elle peut se la donner. La métaphysique est-elle vraiment une science? N'est-ce pas un discours creux, illusoire, à la recherche de la satisfaction de sa raison? Car, que faut-il pour parler de science, sinon au moins un accord entre les esprits lorsqu'ils raisonnent rigoureusement? Or, la métaphysique est un réel champ de bataille. Qu'Aristote démontre la nécessité d'un premier moteur. Cela suffit-il pour qu'il existe? Au contraire de ces tendances à la ratiocination, donc au discours dans l'air, qui se développent de manière pure et finissent par raisonner sur des objets dont l'existence n'est pas attestée, les vraies sciences, quant à elles, trouvent leur pierre de touche dans le sensible. Vraie science, car science d'objets réels, elle s'attache à décrire les réalités phénoménales en s'appuyant sur les phénomènes, sans inventer d'arrière-monde ou d'abstraction. Arrière-monde, c'est une expression de Nietzsche pour désigner les systèmes métaphysiques. C'est des mondes par-delà le monde. Parce qu'ils sont fabriqués par l'homme, ces systèmes métaphysiques. La vraie science, selon Auguste Comte, serait ainsi celle qui a réussi à abandonner toute métaphysique après avoir abandonné toute théologie. La métaphysique n'est pas la science sans laquelle les autres sciences n'existeraient pas, elle est la fiction à partir de laquelle de façon critique les sciences parviennent à leur maturité. Ainsi, ce n'est pas parce qu'il y a une métaphysique faite science que les sciences seraient possibles, c'est au contraire, semble-t-il, par distinction avec la métaphysique que la science pourrait acquérir sa vraie scientificité. Seule une science objective et empirique mériterait de s'appeler science. Connaître, c'est connaître un objet donné, un fait parmi d'autres faits qu'il y a à décrire et non développer ce que la raison invente elle-même sans avoir de pierre de touche expérimentale. Connaître, ce n'est pas connaître un autre monde, c'est connaître le réel tel qu'il se présente à nous. Ça, c'est la fin de mon deuxième paragraphe et je vais faire une série de questions pour récapituler le problème. Si la métaphysique est au moins à titre d'exigence ce qui est susceptible de fonder les conditions de la connaissance par une pensée de la totalité, et si en même temps la science ne trouve sa scientificité et les conditions de son objectivité que par la négation critique de la métaphysique, de quoi alors la science est-elle science? Peut-elle même le savoir? Peut-elle faire sa propre théorie? Et quelle est la valeur d'une telle science de fait? Une science de fait ne nous donne qu'une humanité de fait. À quel renoncement la science est-elle conduite? Et peut-elle vraiment se moquer de la métaphysique? La science peut-elle comprendre à elle seule le sens de la réalité qu'elle se donne pour objet? Donc vous voyez je fais un retour là sur toutes les doctrines qu'on a utilisées au cours de cet exposé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans les 5 minutes qui nous restent? Oui, peut-être. En fait, c'est juste une question un peu pratique sur la dissertation. Mais quelle est la taille à peu près qu'on est censé donner à l'introduction? Parce que là, en écoutant, j'ai l'impression qu'elle était très longue, cette introduction, non? Oui, moi j'ai le travers de faire des introductions très longues, mais vous n'avez pas besoin de faire des introductions très longues. D'ailleurs, en Hippocagne, ma prof nous demandait de faire des introductions qui faisaient un demi-paragraphe. C'était pas exactement la même méthodologie d'introduction, mais c'était à peu près le même esprit, mais on faisait seulement un demi-paragraphe. Donc pour vous dire que tout est possible, entre un demi-paragraphe et 4 pages, c'est possible. Moi je fais plutôt des introductions de 4 pages, ce qui n'est ni une qualité ni un défaut en soi.
Même si du coup, comme généralement les dissertations sont en temps limité, ça me pénalise un peu sur le développement, sur la capacité à faire un développement plus long. Parce que si tu fais une introduction plus rapide, forcément, tu arrives dans le cœur du sujet plus rapidement. Et donc, il n'y a pas de taille parfaite, mais si ça peut faire entre une demi-page et 4 pages. Il y a pas de règle stricte. D'accord, donc il y a une immense marge de liberté en fait. Ouais, c'est assez libre en fait, la dissertation de philosophie. Je vous ai donné beaucoup de principes méthodologiques, mais c'est plutôt des exigences. En fait, je vous ai donné cette méthodologie de l'introduction avec accroche, premier paragraphe, deuxième paragraphe dialectique et on souligne le problème parce que c'est la méthode en fait la plus simple pour arriver à faire ce qu'une introduction doit faire. Mais une fois que en fait, en philosophie, au départ, on se dote d'une méthode, on fait des dissertations de cette manière, et en faisant des dissertations, on se rend compte que finalement, la méthode sert tel but. Et à partir du moment où on a totalement maîtrisé la méthode, c'est-à-dire qu'on comprend les buts que fait la dissertation, à ce moment-là, on peut se rendre totalement libre quant à la méthode et faire une méthode tout à fait différente. Parce qu'à partir du moment où on réalise ce que la dissertation doit réaliser, la méthode importe peu. D'accord, donc en fait, c'est pas du tout le même état d'esprit qu'au lycée ou en terminale où là, il y avait une méthode hyper stricte et on se fichait un petit peu du contenu presque. Non, pas du tout. Mais en même temps, il faut comprendre que des lycéens qui sont pas habitués à la rigueur du raisonnement que demande la philosophie, si tu leur donnes pas de méthode, ils font n'importe quoi, ils racontent leur vie en copie. Donc on est obligé de donner une méthodologie super stricte aux lycéens, et plus on avance dans les études, moins il y aura de méthode. D'accord, merci. Eh ben, je peux t'arrêter l'enregistrement maintenant.